des objectifs de développement durable. Donc rapidement, en quelques mots, pour vous dire un peu qu'est-ce que fait que le groupe Suez, et donc ça facilitera sûrement ensuite la compréhension de l'intégration des ODD dans nos activités. Donc Suez, c'est une entreprise qui travaille sur deux métiers, le métier de la gestion des déchets et le métier de la gestion de l'eau et de l'assainissement. On est sur ces deux métiers présents sur l'ensemble du cycle, donc tout ce qui est production d'eau potable, traitement des eaux usées, et puis surtout ce qui est retraitement, enfin, et réutilisation, etc. Et puis pareil sur la partie déchets, on est sur l'ensemble du cycle avec évidemment des enjeux qui sont au cœur de nos métiers, qui sont des économies, des enjeux liés à l'économie circulaire et à la protection de la ressource. D'où ce tagline qu'on a qui s'appelle Prêt pour la révolution de la ressource. Voilà. Donc au sein de la direction du développement durable de Suez, on a deux missions. La première, c'est évidemment d'intégrer la façon dont Suez répond aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de notre monde d'aujourd'hui et ce que demandent les parties prenantes. Et donc, ce qui c'est, comment dire, l'actualité et notamment l'adoption des objectifs de développement durable sont donc au cœur de ces enjeux et de la façon dont le monde souhaite les résoudre. Et donc, à ce titre, c'est extrêmement important dans notre stratégie de responsabilité sociale et environnementale. Alors, excusez-moi, je vais juste passer à la slide suivante. Donc, un petit rappel, hein, donc c'est vrai qu'on est passé des objectifs du millénaire aux objectifs de développement durable. C'est à mon sens un changement extrêmement important qui a déjà un premier axe qui, je pense, est assez novateur. C'était déjà la façon dont les Nations Unies ont mené la consultation pour définir ces objectifs de développement durable, on est passé par une consultation qui a été largement inclusive, où de nombreuses parties prenantes et citoyens ont été impliqués. Et là déjà, je trouve que c'est dans la manière dont ils ont été définis une première innovation qu'il faut saluer. La seconde innovation qui, à mon sens, est aussi extrêmement importante sur les objectifs de développement durable et qui diffère par rapport aux objectifs du millénaire, c'est que ces objectifs de développement durable, ils s'appliquent à tous les pays du monde. Ils ne s'appliquent pas uniquement aux pays en développement, ce qui était plutôt le cas des OMD, alors que là, les ODD s'appliquent vraiment à tous. D'ailleurs, je vous invite à consulter le rapport de la Fondation Bertelsmann sur la mise en œuvre des ODD dans les pays de l'OCDE, qui justement fait aussi le point, et on s'aperçoit que sur pas mal de ces objectifs, on est loin de ce qu'on s'est fixé collectivement. Donc voilà. Donc dans leur mise en œuvre, et ça aussi c'est important, ce qui est prévu par les Nations Unies, c'est qu'il y ait des plans de mise en œuvre nationaux qui vont devoir mettre autour de la table un certain nombre de parties prenantes sur l'ensemble des objectifs qui sont extrêmement couvrants sur l'ensemble de la façon dont on vit, et on n'est pas uniquement sur l'accès aux services de base, mais on est vraiment sur la façon dont on organise notre vivre ensemble et dont on souhaite que les inégalités qui aujourd'hui existent dans notre monde soient réduites. Donc ces plans nationaux, ils sont aussi extrêmement importants. Et donc en tant qu'entreprise, pourquoi est-ce que je dirais, il y a une mobilisation plus importante sur ces ODD. Je crois que c'est quelque chose qu'on observe non seulement sur la partie objectif de développement durable, mais également qu'on a observé lors de la COP 21, c'est que de plus en plus sur ces grandes discussions internationales, eh bien l'ensemble des parties prenantes sont invitées aux discussions, ou en tout cas à la consultation sur les discussions, et de fait, elles s'approprient plus largement les décisions qui sont prises et ont vocation ensuite à les intégrer. En tout cas, c'est le choix que Suez fait dans sa stratégie et dans la façon dont elle développe ses activités, et elle met au cœur ses enjeux au sein de ses activités. C'est ce que je vais tenter de vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, une petite introduction sur ces objectifs de développement durable, mais je crois que d'ailleurs il y avait quelques questions justement sur la différence entre ODD et OMD, donc j'espère que j'ai été claire sur ce sujet. Alors,
comment est-ce que chez Suez on a travaillé pour déjà bien comprendre ces ODD? Il faut bien voir qu'il y a quand même 17 objectifs avec 160 cibles dans ce travail. Donc cet agenda post-2015, il est quand même très ambitieux, il couvre énormément de sujets. Il y a d'ailleurs des sujets qui apparaissent, dont un qui est particulièrement important pour nous, qui est la gestion des déchets, qui n'existait pas dans les OMD. Et donc la première chose que nous avons fait, au-delà de participer dans certaines discussions, par exemple sur des enjeux clés comme les questions d'accès à l'eau, ça a été de comprendre, ok, une fois que cet agenda est posé, qu'est-ce qu'il contient et quelles sont les cibles qui sont présentes. Première chose. Deuxième chose, ça a été de voir, et c'est ce que je vous montrerai après, la cohérence entre le mapping donc des objectifs de développement durable et la cohérence suivant nos métiers. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure, on a donc identifié 3 cercles où on a un niveau d'impact, ou en tout cas un niveau d'impact possible sur ces ODD qui sont plus ou moins importants suivant la nature de l'objectif, évidemment. La troisième chose que l'on a faite, c'est qu'on a mis ça en lien avec notre analyse de matérialité. Alors, peut-être rapidement pour expliquer ce qu'est une analyse de matérialité. Nous avons réalisé l'année dernière donc une analyse qui a pour objectif de croiser la vision et la perception de nos parties prenantes sur nos enjeux prioritaires avec notre vision stratégique sur ces enjeux prioritaires. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié 51 enjeux qui sont liés au business de Suez, que l'on a défini sur la base d'un certain nombre de référentiels existants, comme le GRI, comme les enjeux stratégiques, et qu'on a croisé avec tous nos enjeux stratégiques internes. Et sur ces 51 enjeux, on a on a questionné plus de 5000 parties prenantes. Donc 1500 parties prenantes, plus 3500 personnes issues du grand public. Et donc cette analyse-là, on l'a croisée avec une analyse interne sur ces enjeux. Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a des actions mises en œuvre? Quel est l'impact de cet enjeu sur l'EBITDA, donc avec un processus qui est vraiment d'analyse de l'impact financier et de l'impact non financier. Et donc aujourd'hui, on a une matrice de matérialité qui est extrêmement robuste, puisque en fait, c'est la méthodologie qu'on a employée est l'une des plus robustes au monde. Et donc, c'était important de croiser cette vision donc des enjeux les plus matériels pour Suez et les cibles ODD, ce qui nous permet aussi de faire de la priorisation, parce que comme toute organisation, on ne peut pas non plus agir sur tout, et il s'agit de prioriser. Donc 2 niveaux de priorisation, la relation avec nos activités et le lien avec l'analyse de matérialité. Et puis sur cette base, on a formulé un plan d'action qu'on est aujourd'hui en train de mettre en œuvre. Et puis évidemment, dans ce plan d'action, nous avons valorisé et capitalisé sur les actions que nous avons déjà mis en œuvre. Et c'est donc plutôt ça que je vais vous partager avec vous, parce que je rappelle quand même que les ODD ayant été mis en œuvre en septembre 2015, il y a sûrement des choses que l'on va développer à partir de maintenant, mais il y en a d'autres qu'on avait déjà commencé, et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà la méthodologie. Et donc en termes d'objectifs de développement durable, alors pardon, c'est peut-être un peu petit, mais on a identifié 3 niveaux d'implication. Un premier niveau qui est voilà notre engagement en tant qu'entreprise multinationale, c'est-à-dire les termes RSE qui nécessitent soit de la politique interne, soit un engagement externe de soutien. Donc ça, c'est un premier élément. Les deuxièmes enjeux, c'est tout ce qui est acteur de la gestion environnementale, donc ce sont les enjeux d'énergie, de changement climatique, de ville durable. Et puis au centre, au cœur, les 2 objectifs de développement durable qui sont vraiment clés pour nous, puisque nous sommes un spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets, qui est l'objectif 6 sur l'accès à l'eau et l'assainissement, et l'objectif 12 sur les modes de consommation durable, et qui est lié justement aux enjeux d'économie circulaire, de gestion des déchets, etc. Donc vous voyez un petit peu les éléments. Évidemment, on a une posture très humble là-dessus, c'est vraiment comprendre comment humblement Suez, avec ses activités, peut participer à l'enjeu global. Donc ça, c'est vraiment notre point. Évidemment, quand on met en place ces projets, c'est ce que je vais vous montrer par la suite,
Ce sont des projets qui sont mis en œuvre dans le cadre de nos activités commerciales de business, mais qui sont souvent mis en œuvre à plusieurs, en partenariat, soit avec un partenariat avec évidemment les communautés bénéficiaires, mais aussi avec des organisations non gouvernementales, avec des universités, etc. Voilà. Donc ça, c'est la méthode. Maintenant, je souhaiterais vous illustrer nos actions sur 3 axes. Le premier objectif, sur l'objectif 6, sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et je ferai donc une pause suite à la présentation de nos actions sur cet objectif. Nos actions sur les objectifs 12, avec un exemple particulier qui est l'intégration des chiffonniers dans les modèles de gestion des déchets en pays émergents. Et puis, un point sur cet objectif qui est un objectif un peu transversal à tous, qui est cette question de la gouvernance que l'on retrouve de plus en plus, qui devient extrêmement important aujourd'hui dans la façon dont on gère les différents sujets liés aux activités liées à l'environnement, mais pas seulement. Et donc, je vous détaillerai un peu ce qu'on développe sur ces sujets. Alors, sur la question de l'accès à l'eau, rapidement, mais je vous donne quelques chiffres. C'est vrai que les objectifs du millénaire n'ont pas n'ont pas été une réussite complète sur ce sujet, puisqu'on a atteint l'objectif sur l'accès à l'eau, mais enfin il reste quand même 800 millions de personnes sans accès à une eau potable. Et puis, il reste surtout, c'est sur l'assainissement où on a beaucoup de retard, puisque 2,5 milliards d'habitants n'ont pas accès à l'assainissement, et là on parle bien de toilettes, on ne parle même pas de traitement des eaux usées. Donc ça c'est un constat qui risque de s'aggraver suite, avec le phénomène de bidonvillisation que l'on observe. Et puis en plus, c'est pas juste un enjeu d'accès aux services, mais c'est un enjeu de durabilité de cet accès, puisque aujourd'hui on observe, notamment dans les pays développés, une crise économique qui crée une forme de paupérisation, et donc on a de plus en plus de ménages qui ont des difficultés de paiement, ou voire même qui sont exclus des services parce que ce sont des populations sans logement formel, etc. Voilà, donc ça c'est le contexte. Donc dans ce contexte, qu'est-ce que une entreprise comme la nôtre peut faire? Évidemment, nous on gère des services d'eau et d'assainissement dans de nombreuses villes du monde, et donc on a été confronté il y a environ 15 ans à ces problématiques quand on a commencé en fait à travailler à l'international. Et donc depuis 1999, on a un programme qui s'appelle Service pour tous, et qui a pour objectif d'inclure dans nos contrats, dans la façon dont on gère nos contrats, une réponse spécifique pour les populations qui vivent soit dans des quartiers informels, des bidonvilles, des villas misérias, ça dépend des quartiers périurbains. Évidemment, ça dépend de la ville, ça dépend du pays dans lequel on est, du continent, de la façon dont ça a été développé, mais en tout cas, on développe, et on a développé une méthodologie pour construire des équipes qui spécifiquement s'occupent de ces sujets, travaillent avec les communautés et développent des services adaptés. Donc ça, on l'a fait en Afrique, notamment à Johannesburg, à Casablanca, on a travaillé en Amérique latine, on travaille en Asie, et je vais vous montrer 2 exemples aujourd'hui, l'un sur Casablanca et l'autre sur Mumbai en Inde. Donc, cette méthodologie, elle s'appuie sur 2 principes d'action. Le premier, c'est de développer et d'améliorer l'accès physique aux services d'eau et d'assainissement. Vous avez 2 exemples. Un à Alger, où en fait en 5 ans, on a permis en fait un accès déjà on a permis un accès global à l'ensemble de la population 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et puis surtout, ça a permis de régulariser plus de 30 000 foyers qui en fait avaient accès à des formes d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais bien souvent de manière informelle. Donc ça veut dire que la qualité de l'eau qui est distribuée n'est pas n'est pas garantie, que la continuité du service n'est pas garantie, etc., etc. Donc ça a été à Alger. Et puis à Johannesburg, moi j'ai commencé ce projet. En fait, à Johannesburg, on avait une problématique où on avait à peu près un tiers de la population qui vit en zone informelle, c'est-à-dire en zone non reconnue par la municipalité. Johannesburg avait un grand projet de relogement de ces personnes, et donc on a mis à disposition et on a développé des services pour ces quartiers
qui permettait de leur donner accès à des services de base. Vous voyez par exemple, alors ça là c'est une latrine, vous allez dire des Suez, ils sont très technologiques mais ils construisent des latrines, qu'est-ce que c'est que ça? Ben en fait c'est tout simple, c'est que c'est vraiment un constat sur le terrain. Les populations qui vivaient dans ces quartiers, pour la plupart, avaient accès à des toilettes sous forme de toilettes chimiques, avec en moyenne 15 à 20 familles par toilette. Donc vous imaginez la problématique. Plus en plus des problématiques de violence, notamment la nuit, beaucoup de femmes n'osaient pas aller aux toilettes, etc. Et donc, comme on est dans un contexte périurbain avec de la surface, eh ben, il était possible de construire des latrines individuelles par ménage, VIP, donc vous voyez, il y a un nombre assez conséquent qui a été construit, d'ailleurs je pense qu'il y en a même encore un peu plus qui ont été construites, qui permettaient à chacun de retrouver de la dignité, de l'accès à une infrastructure sanitaire qui réponde aux enjeux d'hygiène, etc. Et donc voilà, donc ça c'est un autre exemple. Et puis donc le deuxième axe, pérenniser un accès durable et abordable aux services essentiels. Donc là, c'est comment est-ce que j'intègre des éléments, soit de politique tarifaire, donc des tarifications sociales, des subventions, et puis surtout un accompagnement pour les ménages en situation de précarité et qui peuvent avoir des difficultés de paiement. Vous avez deux exemples. Vous avez un exemple de Barcelone où on a créé un fonds de solidarité qui permet en fait de verser un certain nombre de subventions. Et puis la tarification qui a été mise en place à Dunkerque, d'ailleurs tarification sociale qui a fait des petits, puisque le gouvernement français a lancé, il y a à peu près plus d'un an, une expérimentation sur 50 villes, justement, sur ces enjeux de tarification sociale. Et ça, c'est extrêmement important parce que bien souvent, on pense à l'accès physique, mais s'assurer que les gens continuent à avoir un accès, même s'ils sont en situation de précarité, et surtout pour les plus pauvres, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Alors pour faire ces projets, évidemment, il y a des composantes techniques, c'est-à-dire adapter, et on le voit dans les exemples, les solutions techniques, mais il y a également une composante extrêmement importante et qui est absolument indispensable, qui est de la participation des bénéficiaires dans la définition du projet, dans la définition des solutions qui sont adaptées à ce qu'ils souhaitent et à leur contexte, et puis ensuite, même parfois dans la gestion. Je vous donne un exemple. Au Brésil, par exemple, on avait étendu l'accès aux services d'eau dans un quartier. C'est un quartier évidemment qui n'avait pas d'adressage des rues, etc., et qui avait une association extrêmement forte. Et ben en fait, finalement, c'est l'association qui s'est occupée de distribuer les factures. Et plus les gens payaient rapidement, plus il y avait un retour dans les fonds de l'association pour faire d'autres projets communautaires. Et un jour, en discutant avec une habitante de ces quartiers, j'ai vraiment aimé ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi, ma facture d'eau, c'est peut-être la facture, c'est déjà la seule facture que j'ai qui prouve que voilà, je peux aller à la banque, ouvrir un compte en banque, je peux prouver que j'habite dans ce quartier, etc. Mais en plus, plus vite je la paye et plus je sais qu'il y a de l'argent qui revient à la communauté. Et donc ça, c'est aussi des processus qui sont intéressants parce que il y a un niveau d'appropriation qui est important et puis vraiment une implication dans la gestion des services qui est forte. Alors, deux exemples pour illustrer ce que je dis. Donc, le premier exemple, c'est le cas du Maroc, avec une initiative. Donc, en 2005, le roi du Maroc lance l'initiative nationale pour le développement humain, qui a pour objectif d'améliorer l'accès aux services de base dans l'ensemble du royaume du Maroc. Et donc, nous gérons, comment dire, nous gérons la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité. Ça, c'est une petite particularité de Casablanca. Dans cette ville. Et donc, ce projet, eh ben, on a dans un premier temps électrifié l'ensemble des bidonvilles de Casablanca. Ça, c'était une première phase. Et puis, suite, donc ça, c'était avant 2005, hein, entre 97 et 2005. Et puis, à partir de 2005, suite à l'INDH qui nous a permis justement d'intervenir dans ces quartiers de manière beaucoup plus importante qu'on ne le faisait avant, puisque avant, on était limité à des bancs de fontaines et à quelques branchements sociaux, de mettre en œuvre des projets vraiment importants qui ont pour objectif de connecter l'ensemble des foyers de Casablanca. Donc là, vous voyez, on a déjà 35 000 foyers qui sont connectés.
25 000 dont les travaux sont en cours, donc ça, on arrive à presque 60 000 foyers. Hein, donc vous faites le calcul, si on compte environ 6 personnes par foyer, ça commence à faire pas mal. Et puis il nous reste encore 28 000 connexions dont on a le financement. Donc on avance, on avance quand même bien sur ces éléments, sachant que quand je parle de connexion, je parle bien d'accès à l'eau à la maison de manière individuelle, et c'est le même cas pour l'assainissement. Donc on n'est pas dans le cas de borne fontaine, c'est-à-dire que les gens ont un accès à l'eau potable et deviennent des clients comme n'importe quel autre client, avec évidemment parfois des relations commerciales adaptées. Par exemple, à Casablanca, on a un camion qui a la possibilité d'aller à la rencontre des clients quand ils sont en zone périurbaine, parce qu'on sait notamment pour ces populations plus précaires que le coût du transport, quand on va payer une facture qui est déjà pas très élevée, ça peut être quand même assez ennuyeux. Donc voilà, l'exemple de Casablanca. Et puis, le deuxième exemple, donc là, on est sur Mumbai. Donc ça, c'est un projet. Donc le projet de Casablanca, il a environ 10 ans. Celui-ci est beaucoup plus jeune, puisqu'on l'a commencé il y a à peu près, il y a même pas 2 ans. Et donc, c'est un contrat qu'on a signé avec la municipalité de Mumbai. C'est un contrat qui est plutôt une assistance technique, à l'idée qu'on est dans le cadre d'une concession. Donc, c'est un peu plus large comme contrat. Et donc, dans ce contrat avec Mumbai, on a plusieurs services qui sont proposés à la municipalité de Mumbai, comme la gestion des fuites, la mise en œuvre d'un système d'information géographique, etc. Et puis, il y a un service particulier qui s'appelle Water for Slums, où on a une équipe, et cette équipe, elle a pour objectif d'améliorer l'accès à l'eau pour plus d'un demi-million d'habitants en 5 ans. Donc, c'est extrêmement ambitieux. Avec donc plusieurs phases. Une première phase où on a une phase de diagnostic où en fait on a sondé plus de 300 bidonvilles. Alors ça c'est extrêmement important quand on travaille dans ces zones, c'est-à-dire que bien souvent on n'a pas forcément d'informations consolidées. Et donc cette phase de diagnostic, de compréhension de qu'est-ce qu'est la situation, qu'est-ce que souhaitent les gens, elle est clé parce que ce qu'on doit développer comme solution, et c'est là toute la difficulté pour un opérateur, ces solutions elles doivent être à la fois adapté à la situation spécifique de ses clients et à la fois industrialisable pour pouvoir offrir ces solutions sur l'ensemble d'une ville. Et vous imaginez une ville comme Mumbai, 12 millions d'habitants, c'est quand même un challenge particulier. Donc c'est aussi tout l'intérêt des projets, vous me direz, mais voilà. Donc première phase de diagnostic, deuxième phase de pilote, hein, on fait des pilotes sur une dizaine de bidonvilles, on teste les solutions, on voit si ça marche bien, on améliore, et puis si ça fonctionne, on industrialise et on étend, sachant qu'évidemment, ces éléments sont accompagnés d'études d'impact et d'évaluation des projets, ça c'est vraiment la clé, et puis d'un autre élément qui est extrêmement important, c'est que on a constitué des plateformes de dialogue de parties prenantes à différents niveaux, un au niveau de Mumbai avec évidemment l'ONG, des ONG, des universités et puis notre client, bien sûr, le Water Department de Mumbai, mais aussi d'autres niveaux de dialogue, d'autres niveaux de plateforme qui là travaillent au niveau plus de, on va dire, l'arrondissement, où là on va avoir des associations communautaires, des associations de quartier, etc. Quels sont les objectifs de ces plateformes? Celle au niveau de Mumbai, c'est de valider et d'enrichir la stratégie que nous leur proposons d'amélioration des services. Celle sur les arrondissements, c'est de pouvoir approprier cette stratégie et voir comment est-ce qu'elle peut être adaptée au mieux au contexte d'arrondissement. Encore une fois, 12 millions d'habitants à gérer, c'est très compliqué. Et donc, on a besoin de pouvoir travailler avec tout le monde, évidemment. Donc voilà. Donc là, je vais faire une petite pause, comme ça, s'il y a des questions, je vais y répondre évidemment avec grand plaisir. Mais c'est un premier exemple de la façon dont on répond aujourd'hui au cœur de nos activités à l'objectif 6, donc sur l'accès à l'eau et l'assainissement. Le micro, d'accord. Merci beaucoup Pascal, merci pour cette présentation passionnante. Alors, nous allons maintenant prendre quelques questions donc pour Pascal, donc sur cette partie spécifique de l'accès à l'eau. Alors, nous avions comme question, nous avons une question qui nous était posée en préalable au webinaire de Jimmy Chang, je pense, sur qu'est-ce que Suez faisait? Est-ce que Suez avait des programmes pour l'accès à l'eau en milieu rural dans les pays en développement?
dans la mesure où c'est des contextes particuliers. Alors, je vais restituer une autre question et après je vais laisser Pascal répondre. Donc ça, c'est la première question. Donc, quel programme pour l'accès à l'eau en milieu rural? Et la deuxième question, donc toujours posée par Jimmy, c'est quels sont donc les mécanismes spécifiques alors, je pense que Pascal en a déjà un peu parlé, mais peut-être on peut approfondir. Donc, quels sont les mécanismes spécifiques développés par Suez pour l'accès à l'eau dans des contextes de pauvreté et de démographie croissante, voire galopante, et en particulier donc, dans le contexte des pays en sous-développement. Voilà, je redonne la parole à Pascal. Merci pour les questions et n'hésitez pas à en poser d'autres sur cette partie sur l'eau. Merci. Par l'intervention, par deux points. La première chose, c'est que au sein de Suez, enfin les salariés de Suez ont créé une association qui s'appelle Aquassistance, qui est une ONG et qui a justement pour vocation d'intervenir en partenariat avec d'autres organisations dans la mise en œuvre de projets d'accès à l'eau et l'assainissement en zone rurale notamment. Et donc, ce sont des salariés de Suez qui donnent sur leur temps de congé pour faire des missions. Ils en font un grand nombre tout au long de l'année. Et on travaille évidemment avec d'autres ONG comme OBIV, comme Action contre la faim ou d'autres. Donc ça, c'est une des premières axes. Et puis le deuxième axe, puisque on avait, on a au cours en 2009 souhaité renforcer notre impact sur cet aspect-là en renforçant notre contribution en termes de mécénat et de philanthropie. On a créé une fondation qui s'appelle le Fonds Initiative de Suez et qui a deux objectifs. Le premier, c'est de travailler sur l'accès aux services de base, donc sur la question de l'accès à l'eau et l'assainissement et sur la question des déchets. Et puis le deuxième, c'est de travailler sur l'insertion, là plutôt en France. Et donc c'est un fonds qui a un budget de 4 millions d'euros, qui soutient Aquassistance, mais qui soutient également d'autres organisations qui travaillent pour une bonne partie dans des situations et dans des contextes ruraux et surtout qui travaillent dans des zones où on n'a pas d'implication de business ou d'implication commerciale. Donc il y a une séparation aussi claire entre nos activités voilà, qui peuvent être parfois proches. Évidemment, ces actions, elles sont aussi poursuivies par une volonté de renforcer le transfert de compétences. Et donc, on soutient un master qui s'appelle le master Eau pour tous au sein d'AgroParisTech, qui a pour objectif de former les futurs leaders des opérateurs d'eau et d'assainissement plutôt des pays émergents. Donc, on a des grands contingents qui nous viennent d'Afrique, mais également du Cambodge, un peu moins d'Amérique latine, puisqu'en fait nos promotions sont il y a une promotion française et une promotion anglaise, et donc on contribue aussi à ces sujets. Et donc l'ensemble de ces activités permet également, et par exemple moi aussi me permet d'être en contact et en relation et en discussion avec avec des organisations non gouvernementales, par exemple au Master AgroParisTech. Je donne un cours en partenariat avec l'ONG le GRET sur justement ces questions d'accès à l'eau. Donc ça fait toujours un peu sourire les auditeurs quand ils voient une grande entreprise donner un cours sur ces sujets avec une ONG, mais c'est voilà sur la partie. Mais sur ces questions de ruralité, moi je pense qu'il y a aussi une question extrêmement importante qui est la question des villes secondaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de plus en plus de villes secondaires qui ont souvent quand même un niveau de compétence sur la gestion des services qui n'est pas toujours là pour diverses raisons, parce qu'ils ne sont pas toujours aussi accompagnés. Et donc ça, c'est une question que moi, je me pose régulièrement et qu'il va falloir qu'on résolve. Peut-être que, et là, c'est peut-être une piste à creuser à plusieurs, mais je pense que les enjeux de transfert de compétences, d'utilisation d'infrastructures plus décentralisées
pourront sûrement répondre un peu plus à ces enjeux. Voilà. Sur la deuxième question, je pense que sur qu'est-ce qu'on fait dans les pays émergents, je pense que je l'ai montré. C'est vrai qu'on a un footprint, en tout cas dans nos activités commerciales, qui est plutôt sur les grandes mégalopoles. Et puis, je crois que dans la question, il y avait aussi, comment dire, un enjeu sur les questions de durabilité. Je pense que la question de la durabilité, elle est très liée à la capacité à répondre déjà aux besoins particuliers, donc à le comprendre et à monter les projets avec les populations. Ça, j'insiste, mais je pense que l'enjeu de la participation et de l'appropriation, elle est particulièrement importante. Et puis, le deuxième élément aussi, c'est la relation avec ensuite l'usager. Il faut que cette relation, quand l'usager il a un problème, il faut qu'on lui réponde. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans des quartiers, d'ailleurs, qu'ils soient bidonvilles ou pas, dans pas mal de pays, on va vous dire, bah moi, quand j'appelle mon opérateur public d'eau et d'assainissement, j'ai pas de réponse, donc je vois pas pourquoi je paierais ma facture. C'est très simple, mais ça aussi, c'est un élément de durabilité, c'est-à-dire être redevable et être efficace dans la relation, aussi dans la gestion ensuite des services. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Évidemment, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre une petite question dans la conversation. D'accord, merci beaucoup Pascal. Alors, nous allons enchaîner rapidement sur une autre question de Laura Mitreski qui travaille à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et qui, en tant que chargée de valorisation, et qui se demandait si Suez avait des relations ou des partenariats sur la mise en œuvre des solutions qui répondent aux ODD. Voilà, avec des instituts de recherche. Voilà, c'est peut-être un appel du pied. Je ne sais pas si vous travaillez avec l'IRD. Je repasse la parole à Pascal. Pour cette question. Alors, donc là, si on parle évidemment sur les questions d'eau et puis même sur les questions de déchets, voire même de gouvernance, oui, on a effectivement, on a eu ou on a des relations avec le monde de la recherche. Sur l'eau, on a notamment pas mal travaillé avec Sylvie Jaglin, avec Sarah Botton, avec Lise Breuil. Donc ça a été voilà, des gens qui ont travaillé. On a accompagné aussi des thèses sur ces questions parce que ça nous permet d'aller plus loin. On travaille par exemple en Inde avec Marie-Hélène Zera, qui d'ailleurs fait partie de l'IRD. Donc bien sûr. Et puis donc là, je ne cite que des chercheurs français. Mais on a travaillé également avec Claude de Miras sur Casablanca. Mais évidemment, on travaille également avec des universités locales. Donc, par exemple, en Inde, on travaille avec le Tata Social Institute, qui fait partie de la plateforme justement dont on parlait. Et donc, les relations avec la recherche, elles commencent déjà par la consultation, la relation, l'échange. Et puis ensuite, parfois, elles vont plus loin vers du partenariat. Mais écoutez, moi, je serais tout à fait ravie, en tout cas, si vous avez des idées, qu'on s'en entretienne à l'occasion, soit d'un échange par mail, soit d'un échange téléphonique, avec plaisir. D'accord, écoutez, parfait. On est aussi là pour favoriser les prises de contact et les échanges entre acteurs, donc nous, ça nous va très bien, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je vais juste rebondir et après on va enchaîner sur la deuxième partie, qui est sur la gestion des ODD dans la gestion des déchets, ou plutôt la prise en compte des ODD dans la gestion des déchets. Et on avait une question qui a été posée avant la réunion, qui était aussi comment les acteurs qui le souhaitent peuvent rentrer en interaction avec Suez et interagir avec Suez, travailler, coopérer avec Suez sur ces thématiques de l'accès à l'eau, de la gestion des déchets. Je crois que vous avez un peu répondu avec le fond dont vous avez parlé. Peut-être vous avez d'autres choses à ajouter. Sur ça, je repasse la parole à Pascal. Et après, je vous laisserai directement enchaîner sur la deuxième partie. Ouais. Ok, très bien. La parole est à vous. Alors, avec Suez. Alors, il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs axes de travail ou de partenariat possibles. Donc, évidemment, si vous êtes une organisation, une ONG, une association et que vous cherchez un soutien sur un projet, il y a deux portes d'entrée. Il y a évidemment le fonds Suez Initiative et vous pouvez aller voir sur Internet, les questions les conditions sont claires. On a également un concours qui,
qui récompense un certain nombre d'initiatives sur ces questions, donc qui est aussi hébergé par le fonds. Donc ça, c'est une autre possibilité. Vous pouvez aussi, là vous avez mon mail, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et moi je suis intéressée par des partenariats à divers titres. Je pense qu'aujourd'hui on peut monter des partenariats sur des projets qu'on pourrait avoir en commun sur des territoires ou des implantations, donc ça c'est une possibilité. Sachant que moi au sein de ma direction je gère un certain nombre de partenariats, que ce soit des partenariats institutionnels voire même d'advocacy. Que ce soit des partenariats avec plutôt des partenariats sur la compétence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout faire. Donc il y a évidemment, je pense, des complémentarités sur des compétences et on a aussi une volonté de créer du savoir et partager du savoir-faire avec le plus grand nombre. Donc ça aussi, ça peut être une solution. Et puis ensuite, comme je le disais, il y a les partenariats concrets de terrain, donc qui si ils sont intégrés dans une démarche, soit de pilote d'innovation, de proof of concept par exemple, seront plutôt poursuivis par la direction du développement durable, ou voire même accompagnés sur l'intégration dans des appels d'offres, ça peut être aussi le cas. Et puis si on est plus sur une dimension partenariale mécénat, là ça se fait. Voilà. Et donc sur la recherche évidemment. Donc nous, on accueille des thèses CIFRE également. On a une direction de la recherche et du développement qui compte de nombreux chercheurs et qui accueille de nombreux aussi jeunes chercheurs ou plus expérimentés. On a des partenariats de recherche, on soutient un certain nombre de chaires. Donc voilà. Donc moi, si vous avez des bonnes idées, elles seront toujours bien accueillies. Après, évidemment, on ne peut pas tout faire, donc on a toujours des enjeux de priorisation par rapport au budget qu'on a disponible, au temps, par rapport aux enjeux qui sont prioritaires sur l'année ou sur les 3 ans. Mais en tout cas, moi, je suis toujours ravie d'échanger, surtout sur ces sujets qui sont passionnants et qui évidemment me passionnent. Je pense que ça s'entend. Voilà. Donc, passons à ce sujet de la gestion des déchets qui est aujourd'hui un sujet absolument majeur pour le monde dans lequel on vit. Et je crois que c'est peut-être 2-3 dernières années, c'est un sujet qui est vraiment apparu dans les médias, dont on parle de plus en plus, etc. Et il faut vraiment s'en féliciter parce que le travail à mener est extrêmement important. Et d'ailleurs, je vous livre quelques chiffres. On a quand même aujourd'hui 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un service de collecte des déchets. Donc ça veut dire que on brûle dans le jardin, on jette dans des infrastructures qui ne sont pas contrôlées. Donc là, c'est 3 milliards de personnes qui aujourd'hui on va avoir des décharges sauvages. D'ailleurs, on a de plus en plus de méga décharges sur lesquels il y a des milliers de chiffonniers. Et donc du coup, cela entraîne évidemment des pollutions des sols, de l'air, parce que bien souvent ces tas de déchets, ils brûlent, donc ils créent des pollutions de l'air, et puis de l'eau, puisque tout ça crée ce qu'on appelle des lixivias, c'est-à-dire c'est l'eau qui s'écoule par les processus de séchage et de fermentation des déchets, qui sont bien souvent chargés en métaux lourds et qui polluent en fait un certain nombre de rivières, etc. Donc vous avez deux photos, donc la décharge de Saïda au Liban, où vous voyez l'impact direct, voilà. Et puis Mumbai, donc ça c'est une photo qu'on a prise dans un des bidonvilles où en fait vous avez vraiment une présence extrêmement importante. Alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est que comment dire, il y a un impact évidemment extrêmement important sur le changement climatique, puisque une bonne comment dire, les décharges aujourd'hui génèrent quand même 12% des émissions de méthane dans le monde, ce qui est particulièrement important, alors qu'aujourd'hui on a la technologie pour gérer ce méthane et être en capacité de les valoriser. Donc ensuite, évidemment, et puis ensuite on a aussi des enjeux de protection et de conservation des ressources naturelles. Donc il y a aussi un autre enjeu extrêmement important, c'est que donc quand on regarde ce constat,
Aujourd'hui, on a un défi qui est absolument majeur, qui est de réduire les pratiques qu'on dit non responsables. Enfin bon, c'est un peu comme l'accès à l'eau. C'est comme quand on dit que les gens ont une connexion illégale quand on leur a jamais proposé de connexion chez eux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui brûlent leurs déchets dans leur jardin parce qu'ils n'ont pas de solution. Donc voilà. Mais effectivement, c'est des pratiques dont il y a un enjeu extrêmement important. Donc la combustion privée des déchets domestiques, les décharges à ciel ouvert, les incinérations non contrôlées, et puis l'enfouissement systématique, qui effectivement, alors qu'aujourd'hui, on sait que le déchet constitue un produit et a une vraie valeur, puisque avec tout ce qui est collecte séparative, recyclage, réutilisation, production d'énergie, compostage, récupération du biogaz et valorisation, on a vraiment une possibilité, euh, une possibilité de valoriser ces déchets et non pas de s'en séparer, de ne plus vouloir les voir comme on l'a fait en fait pendant un certain nombre d'années. Donc ça c'est vraiment un enjeu qui est un enjeu global, qui est un enjeu international. Évidemment, suivant le niveau d'équipement et le niveau d'organisation des pays aujourd'hui, on a de fortes inégalités puisque on n'a pas du tout le même niveau d'équipement, par exemple en France, et d'organisation de la gestion des déchets qu'au Maroc, par exemple, ou ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un enjeu global. Alors, quand on parle de cet enjeu global, et là je vais me focaliser un peu sur plutôt les pays émergents. Donc, quand on dit voilà, il faut améliorer la collecte, il faut améliorer le traitement, etc. On fait appel à des acteurs, à des organisations, enfin à des entreprises comme la mienne, ou alors il y a des organisations plutôt publiques qui se mettent en œuvre. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en l'absence pendant ces années d'acteurs formels, eh bien, il y a eu l'émergence d'acteurs informels, qu'on appelle donc récupérateurs, qui aujourd'hui rendent un service extrêmement important, puisque on estime qu'ils valorisent environ 20% des déchets produits dans les pays émergents. Donc c'est quand même pas rien, c'est-à-dire que ils s'occupent de collecte. Bien souvent, ils font déjà de la collecte séparative. Et ils permettent de recycler et de valoriser un certain nombre de matières. Donc ça c'est important. Donc ces récupérateurs, on les trouve dans la rue. J'imagine que certains d'entre vous ont sûrement des images déjà en tête, voilà, avec des gens avec des chariots ou des charrettes qui soit récupèrent des cartons, du plastique, voilà. Ou on les trouve également sur les décharges, où là ils cherchent à même le tas. Et donc ça crée évidemment des conditions, des risques de sécurité extrêmement importants, des conditions d'hygiène particulièrement difficiles. Et en fait, malgré le service que rendent ces acteurs, en fait, aujourd'hui, c'est quand même l'une des populations les plus vulnérables, puisque bien souvent, ce sont des gens qui sont exclus et marginalisés d'un point de vue social, qui ne sont évidemment pas du tout connus, n'ont pas de formalisation de leur travail. Qui sont très sensibles aussi, qui ont des revenus qui peuvent être assez instables liés à la fluctuation des prix et puis à la politique des intermédiaires. C'est-à-dire que quand on parle de récupérateurs informels, il faut bien penser qu'au-dessus, il y a toute une chaîne de semi-grossistes, de grossistes, etc. Et donc, il y a des relations aussi extrêmement violentes de pouvoir entre ces chaînes. Et puis surtout, des conditions sanitaires avec une extrême gravité, c'est-à-dire que c'est un travail qui est harassant, et puis qui a un impact sur la vie. Vous voyez par exemple l'exemple de l'espérance de vie moyenne en Inde et au Mexique. On estime qu'un chiffonnier a une espérance de vie moyenne de 39 ans contre 69 et 66 d'un point de vue général. Donc ça, ce chiffre, il est absolument terrifiant, puisque je trouve qu'il résume vraiment l'impact. Voilà. Donc ça, c'est une dimension importante. Donc nous, en tant qu'entreprise, ça fait finalement, ça fait pas si longtemps qu'on travaille dans les pays émergents sur la gestion des déchets. Et en fait, cette problématique, on l'a rencontrée pour la première fois au Maroc, où en fait on a commencé à développer nos activités. Et en fait, on a été confronté, et je vous présenterai le cas tout à l'heure, sur la décharge de Meknes, qui est une décharge qu'on réhabilite en ce moment, où il y avait entre 150 et 200 chiffonniers sur la décharge, plus 1500 à 2000, peut-être,
comment dire, qui était sur la décharge et qui voilà, valorisait un certain nombre de déchets. Et en fait, donc sur cet enjeu, on a tout de suite posé la question en disant bon bah enfin le choix a été de dire nous on peut pas, enfin on se voit pas sortir ces gens de cette décharge, c'est leur gagne-pain, c'est leur salaire, et à la fois on peut pas non plus les laisser travailler dans ces conditions. Et puis il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ne peut pas non plus accepter, par exemple le travail des enfants. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler avec eux, les inclure dans le modèle de développement de la réhabilitation de la décharge et leur permettre de développer une activité formelle, digne et qui aussi améliore leurs conditions de travail, les impacts sur la sécurité, l'impact sur la santé, etc. Et donc du coup, ça a été un premier cas. Et en fait, suite à ce premier cas, ce qu'on s'est dit, c'était que il fallait pas juste le faire comme ça de manière ponctuelle, mais que ça devait faire partie de l'offre qu'on propose à nos clients. Et donc là, c'est la slide que je vous montre. On a aujourd'hui une offre classique d'entreprise qui propose à nos clients donc notamment sur le traitement des déchets. Donc toutes les solutions adaptées que l'on peut avoir, qui peuvent être des solutions aussi d'ailleurs de valorisation des biogaz pour avoir un moins d'impact sur le changement climatique, etc. Et qui intègrent, c'est le niveau 5, c'est ce qu'on appelait développement des partenariats locaux, qui intègrent dans l'offre systématiquement la mise en place de processus adaptés pour formaliser le travail des chiffonniers et les inclure dans le développement de l'offre. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi assez nouveau et c'est ce qu'on fait aussi dans le domaine de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne dit pas juste on va le faire, mais on l'inclut dans nos offres et on le propose à nos clients, on en discute avec nos clients. Donc on a aussi, on est force de proposition sur ces sujets. Donc comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Donc l'idée, c'est vraiment d'assister les récupérateurs informels dans la création d'une organisation professionnelle de recyclage des déchets. Bien souvent, ces personnes, elles n'ont pas pour objectif de devenir salariées de Suez. C'est pas vraiment ce qu'il est. Alors peut-être certaines, mais majoritairement, c'est ce qu'on a observé. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner petit à petit et grâce à une relation et une animation sociale vers la création d'une coopérative. Ça peut être un modèle, mais c'est pas le seul. En tout cas, d'une organisation professionnelle pérenne qui sera profitable, c'est-à-dire qu'on les aide aussi dans la structuration du business model, dans la structuration, dans l'accompagnement juridique, le soutien administratif, la formation professionnelle. Parce que, par exemple, c'est pas la même chose de trier directement dans le tas avec une gaffe et puis de travailler derrière une table de tri. Il y a un accompagnement à faire. Aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on commence à travailler donc avec ces personnes, bien souvent, un certain nombre peuvent avoir des problématiques d'addiction assez fortes, que ce soit des addictions en termes de drogue ou d'alcool. Donc c'est aussi tout l'accompagnement sur la santé. Et donc nous, évidemment, on n'est pas spécialiste de ce sujet, donc on a vocation à créer des partenariats avec des personnes qui sont plus spécialistes. Même chose sur le travail des enfants. Donc évidemment, nous, il est absolument, interdit pour un enfant de travailler sur une infrastructure que nous gérons. Et donc, mais par contre, on peut pas non plus dire du jour au lendemain à une famille qui compte sur une partie du revenu qui est généré donc par le travail de cet enfant, c'est terminé, etc. Quand on est dans des situations de précarité extrême, ça peut pas être comme ça. Donc du coup, comment est-ce qu'aussi on monte des partenariats pour accompagner ce sujet et aider cet enfant pour le retour à l'école. Donc ça marche. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met en place donc une animation sociale pour commencer à organiser. Alors c'est très simple, hein, je vais vous donner les premières vraiment les premières actions que l'on fait. Quand vous arrivez sur une décharge sauvage ou non réhabilitée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un gros tas de déchets, un peu dans tous les sens. Quand on est arrivé à Meknès, c'était ça. Il y avait 150 personnes qui fouillaient dans le tas, qui se jetaient au cul des camions, donc avec des enjeux de sécurité extrêmement importantes. 1500 têtes de bétail qui pâturaient gentiment sur ce tas de déchets. Et donc, vraiment, c'est une situation très
très compliqué quand même à gérer. Et donc la première chose, c'est d'entretenir un dialogue, de comprendre qui sont ces personnes, comment elles sont organisées, comment le travail s'organise, etc. Et puis petit à petit aider à la structuration du travail, aider à la création de la coopérative. Et donc ça, c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, on a des animateurs sociaux qui travaillent avec eux, etc. Et puis après, il y a la construction d'un centre de tri, vestiaire, douche, et puis le fait que ce groupement, cette coopérative, est un lieu qui soit bien circonscrit et qui permette de réaliser le tri. On les accompagne également sur la commercialisation de leurs produits parce que c'est extrêmement important. Et donc évidemment, le financement des infrastructures est porté par Suez et pas par les chiffonniers. Ensuite, on tente à ce que le business model soit périn pour couvrir les coûts d'opération. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc on est encore une fois, on est dans une démarche vraiment d'autonomisation et d'indépendance de la coopérative. Ça permet aussi aux chiffonniers d'augmenter leur niveau ou en tout cas leur capacité de négociation avec les autres acteurs, notamment grossistes qui leur rachètent les matières triées. Et en fait, sur Meknès, pardon, je passe à la slide suivante. Sur Meknès, on a observé qu'il y avait quand même une nette augmentation même du revenu qu'ils tiraient, même rien qu'en organisant le tri sur le tas. Donc là, vous avez la slide 17 qui vous montre un peu la façon dont on travaille les différentes étapes. Et puis slide 18, donc vous voyez le cas de Meknès, donc vous avez d'ailleurs les membres de la coopérative et puis les réunions qu'ils réalisent. Donc évidemment, on a des bureaux et il y a un bureau qui est comment dire pour la coopérative où elle fait ses réunions. Donc c'est une coopérative qui est évidemment reconnue, qui a déposé ses statuts, etc. Et un élément important aussi, c'est que dans ce processus, comme c'était le cas par exemple ce que je vous citais à Mumbai, les autorités locales sont évidemment et suivent de très près la façon dont on organise ce travail et elles sont tout à fait partie prenante du projet. Ça aussi c'est vraiment clé parce que c'est un gage de pérennité du projet et de ce qui est mis en œuvre. Donc voilà pour cet exemple de Meknès. Donc vous l'aurez compris, c'est des projets qui sont plus jeunes que ce que je vous ai montré sur l'accès à l'eau. Hein. Donc on est plus, c'est juste un peu plus jeune. Mais je trouve, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire un peu de transfert de compétences sur toutes les méthodologies d'ingénierie sociale qu'on a développées dans le secteur de l'eau. Aujourd'hui, nous servent aussi dans la façon dont on interagit. On aide à la structuration de ces coopératives. Et puis aujourd'hui, en plus, on est vraiment sur la recherche de business model viable pour les récupérateurs et donc avec une intégration dans l'amélioration du secteur et dans l'amélioration de la gestion des déchets. Il y a aujourd'hui dans le monde de plus en plus de belles initiatives et de beaux exemples de choses qui ont fonctionné. Je pense notamment à ce qui se passe en Amérique latine, au Brésil, mais aussi en Inde. Je pense que c'est un mouvement qui a vocation à se développer. Et c'est une bonne nouvelle parce que si on arrive à faire de l'amélioration de la gestion des services sans exclusion sociale, eh ben on sera quand même beaucoup plus, on a quand même un impact beaucoup plus important et surtout c'est clé. Et donc ça a été vraiment, c'est pour nous en tout cas un enjeu majeur et voilà. Alors encore une fois sur ces questions de gestion des déchets, on travaille également au sein du fonds Suez sur ces enjeux de déchets et on travaille par exemple on soutient au Mozambique une organisation qui travaille justement avec des récupérateurs de rue qui s'appelle Amor et on a aussi quelques exemples. Donc Aquassistance qui avait vocation à travailler surtout sur l'eau et l'assainissement soutient aujourd'hui de plus en plus aussi des initiatives sur l'amélioration de la gestion des déchets. Et puis je voudrais mentionner une autre initiative qui là est plus large, mais qui à mon avis est importante et va aussi dans le bon sens.
Je disais, on me posait la question tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut travailler avec Suez. Ça, on se dit que la façon dont on va gérer nos déchets demain, ce sera sûrement pas la même que ce qu'on fait aujourd'hui, ou en tout cas on est dans une transformation. Et donc on a créé avec l'organisation Make Sense aujourd'hui une communauté qui s'appelle Future of Waste, le futur des déchets, et qui a justement pour objectif de soutenir des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs environnementaux qui mettent en œuvre partout dans le monde des initiatives qui aident justement à passer vers ces enjeux d'économie circulaire. Et certaines de ces initiatives portent aussi sur l'inclusion justement des récupérateurs, des chiffonniers dans ces projets. Donc, je vous invite, vous pouvez taper sur Internet Future of Waste. C'est une communauté très active et voilà, puisque encore une fois, ces projets évidemment et toute cette réflexion et tout cet engagement, il se fait à plusieurs et donc on a aussi vocation à soutenir des initiatives qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui évidemment dans l'échange apportent aux uns et aux autres. Voilà, donc j'en ai fini avec sur cette partie déchets et donc on va faire une autre pause. Merci beaucoup pour cette présentation sur la gestion des déchets. C'était très intéressant. Il y a des chiffres qui effectivement sont assez effrayants sur la condition des récupérateurs. Ou moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est les chiffonniers. C'est bien d'accord, c'est bien le même mot. Alors, nous avions une question de Cyril Colère, donc qui se demandait en fait sur les programmes d'accès à l'eau en milieu rural par le biais de l'association Aquassistance. Donc vous faisiez ça sous forme de volontariat, sous base de volontariat et d'actions un peu séparées, enfin via en fait une association. Je ne sais pas exactement ce que voulait dire Cyril. Et Cyril se demandait si en fait vous aviez aussi des programmes de plus grande envergure, comme Veolia au Niger, avec la Seine, qui réalise des programmes d'adduction d'eau potable, où là, donc a priori, si je comprends, c'est intégré au business, alors que dans le cas de Aquassistance, ça reste quelque chose donc géré plus par l'association. Je vous laisse répondre à cette. En fait, ce que je vous ai présenté sur Casablanca et Mumbai, je pense répond à votre question puisque ce sont des initiatives qui ne sont pas des initiatives de assistance, mais qui sont bien des initiatives de grande ampleur qui portent sur des villes, hein, puisque à Mumbai l'objectif c'est quand même 1 million d'habitants et à Casablanca on n'est pas loin non plus du million d'habitants. On a touché en Afrique du Sud pratiquement 1 million de personnes. On a connecté en Argentine 2 millions de personnes à l'eau, 1 million à l'assainissement. Ça a été le cas également en Bolivie, où on a développé l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations, enfin une partie des populations d'El Alto, en tout cas sur notre périmètre de concession, où on a atteint comment dire, des niveaux d'accès très importants, puisque de mémoire, on était à presque 100% en accès à l'eau et 89% en accès à l'assainissement. En plus, à l'Alto, on est quand même avec des populations extrêmement pauvres. Donc oui, on a effectivement des projets larges qui sont d'ailleurs regroupés sous un programme qui s'appelle Service pour tous, que je pilote qui a pour objectif justement d'améliorer d'améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement dans les pays bidonvilles, quartiers informels, au sein de nos contrats. Donc on estime, et évidemment il n'y a pas que des populations défavorisées dans ce chiffre, mais il y en a quand même une grande partie, qu'on a amélioré l'accès qu'on a donné accès à plus de 14 millions de personnes dans les pays émergents en 10 ans et plus de 5 millions de personnes à l'assainissement. Donc je pense que je pense que ça répond à votre question. C'est effectivement Aquassistance, c'est du volontariat de salariés et c'est une dimension de mécénat, mais ça fait 15 ans qu'on a intégré des projets de grande ampleur dans nos activités au sein de Suez, comme le fait d'ailleurs Veolia au Niger, comme vous l'avez dit. D'accord, merci beaucoup. Alors, Cyril précise qu'il parlait aussi d'initiatives en milieu rural, mais bon, je pense qu'on en a aussi déjà parlé. Vous pourrez rajouter quelque chose, Pascal, si vous le souhaitez. Alors après, moi, là-dessus, je vais peut-être rebondir aussi. C'est, je me,
j'avais deux remarques oui, par rapport à cette discussion. C'est en fait, il y en a une aussi, nous, ce qu'on on a étudié donc, au sein de l'association dans le cadre d'un projet sur la COP21 en Afrique et sur les entrepreneurs climatiques en Afrique. Donc, on avait étudié un peu toutes ces nouvelles formes d'entrepreneuriat et en fait, c'est vrai que souvent la gouvernance n'est plus forcément l'apanage d'une grande société. Donc, ça peut être aussi quelque chose de bien de déléguer à des acteurs non gouvernementaux, enfin des acteurs différents. Euh, c'est vrai qu'il y a une très grande richesse, on voit beaucoup de choses très différentes en termes de gouvernance de ce qui se passe, et en particulier en milieu rural. Et puis après, l'autre question, si c'est toujours sur le milieu rural en Afrique, alors nous, quand on avait regardé le problème de l'accès à l'énergie en milieu rural, enfin en Afrique, et puis les solutions des entrepreneurs climatiques, en fait, on avait vu que le contexte rural en Afrique est juste incroyable. C'est qu'en fait, la population africaine, même s'il va y avoir une croissance énorme des villes, il va toujours y avoir une population africaine rurale très forte pendant des années. Donc c'est vrai que ça me semble intéressant d'essayer de se positionner par rapport à ça. Et nous, alors dans les projets des entrepreneurs climatiques, on avait vu des projets qui, en fait, avec des panneaux solaires, ça permettait de traiter de l'eau ou de faire de l'irrigation pour des cultures ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est une thématique qui me semble très riche. Je ne sais pas si vous pourrez rajouter quelque chose à ce sujet-là. Et puis, je vais juste poser la question de Jimmy en même temps et je vous redonne la parole. L'appui aux coopératives en matière de gestion de déchets prend en compte la gestion des déchets d'une manière générale, déchets solides et liquides. Quelles sont les leçons apprises sur cette thématique en matière de gestion de déchets qui s'avèrent complexes ces derniers temps? Je ne sais pas si vous pensez à quelque chose de particulier, Jimmy, quand vous dites qui s'avère complexe. Euh, voilà, vous pouvez peut-être préciser. Mm. Euh, voilà, et quelles sont les leçons apprises ou quelles sont les conclusions, l'expérience acquise par Suez sur cette thématique. Voilà, et une autre question aussi, et après je redonne la parole à Pascal. L'exemple du Maroc est très intéressant et inspirant. Donc le comité burkinabé pour le développement durable, dont s'occupe Placide, est en train de travailler à l'optimisation de la gestion des déchets à Ouagadougou. Comment faire bénéficier votre aide, enfin, ou comment bénéficier de votre aide, je pense, pour accompagner les entreprises et les collectivités confrontées à la problématique des déchets, notamment les déchets plastiques. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a très souvent sur l'Afrique, hein, qui revient très souvent. Donc, je vous laisse avec ces deux questions et un retour sur ce que j'ai dit sur la gouvernance, des formes de gouvernance nouvelles et l'importance du milieu rural en Afrique. Je vous passe la parole, Pascal. J'avais pas compris la question. Donc sur le rural, nous on n'a pas assez peu d'expérience. On a une expérience qu'on avait menée en Afrique du Sud, qui s'appelle le BOTT, où là on a effectivement travaillé sur deux régions rurales d'Afrique du Sud, où on a développé de l'accès aux services. On travaillait notamment avec c'était un consortium avec une ONG qui s'appelle Mvula Trust. Voilà, bon, ça date un peu, mais effectivement, là, on a développé des services assez larges sur deux régions. Si vous voulez plus comment dire, de détails sur ces éléments, vous pouvez m'envoyer un mail, je pourrais tout à fait vous en envoyer. C'est d'ailleurs, je crois, une initiative qui souhaite être, qui devrait être lancée par le gouvernement sud-africain. Donc et pardon, hein, les BOTT c'était bien dans un cadre de contrat, etc. Donc voilà. Donc sur les contextes de gouvernance, et j'en parlerai après, je pense qu'effectivement on a un enjeu sur les zones rurales, et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est clair il y a un enjeu clé de transfert de compétences, d'organisation et de gestion de la gouvernance dans ces zones, avec en plus, vous l'avez dit Joël, des zones rurales qui sont aussi en mutation, en explosion démographique, des enjeux de migration aussi qui sont extrêmement importants, et de pression sur les ressources, et on voit que ces enjeux de pression sur les ressources, elles amènent aussi de plus en plus de conflits. Et donc ces problématiques de gouvernance, elles sont pas simples. Alors si j'avais la solution, ben voilà, j'en serais ravie, mais je ne l'ai pas. Par contre, je pense que ce que vous disiez sur le fait qu'effectivement, de plus en plus dans les solutions qui sont mises en œuvre,
On n'a plus, on ne regarde plus la mise en œuvre des solutions en silo, c'est-à-dire l'eau d'un côté, l'assainissement de l'autre, les déchets de l'autre, etc. Mais on va de plus en plus vers des solutions beaucoup plus intégrées en termes de services. Et puis ce que je disais tout à l'heure, avec des impacts des choix de solutions beaucoup plus décentralisées, c'est-à-dire peut-être une vision moins classique, centralisatrice de la gestion des services, avec aussi une part de valorisation, c'est-à-dire comment est-ce que le service n'est pas uniquement un coût, mais peut être une forme peut être valorisé, soit via du compost, soit via de la valorisation des déchets, etc. Et ça, à mon avis, c'est un axe sûrement très important. Justement, on parlait tout à l'heure comment dire des partenariats et de la façon dont on peut avancer sur ces sujets, à la fois avec la recherche, parce qu'on a besoin aussi de solutions technologiques, avec un travail sur les coûts. Aussi, on a besoin de savoir comment est-ce qu'on va faire du transfert de compétences, peut-être parfois à distance. Donc ça aussi, nous, par exemple, c'est des questions que l'on a de plus en plus, voire même de l'appui de gestion à distance. Je vous donne un exemple. Alors, c'est pas un contexte rural, c'est un contexte insulaire. Mais on a, par exemple, nous, on vend des équipements qui sont des équipements, des unités de production d'eau potable décentralisées. Donc, c'est des équipements clés en main qu'on met en œuvre. Et en fait, on s'est aperçu que, une fois qu'on vendait l'équipement, il y avait quand même un besoin d'accompagnement, d'appui à la gestion. Et aujourd'hui, plutôt que, et là, par exemple, on a vendu un équipement à Fidji, donc vous imaginez Paris-Fidji, le voyage n'est pas non plus, et pas bon marché. Et puis même si on avait des gens de Nouvelle-Calédonie, enfin, ça reste quand même cher pour aider sur un unique équipement. On met en place des processus de télégestion et puis aussi de formation à distance. Donc, on a des calls réguliers avec l'opérateur sur place, etc. Ça, je pense que c'est aussi extrêmement intéressant. Et quand on parle de ruralité, il faut aussi, c'est pas uniquement la réponse technologique, mais vous avez raison, Joël, c'est comment est-ce que je gère la gouvernance et comment je gère la mise en capacité, parce que pour pouvoir mettre en place une gouvernance qui fonctionne, il faut des acteurs qui sont informés, formés et qui ont des pouvoirs de décision. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, il y a tous ces éléments. Encore une fois, si j'avais la solution là-dessus, je pense que peut-être je changerais de travail. Et mais voilà, je pense qu'effectivement, nous, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit. Je pense qu'aussi sur ces territoires, que ce soit ville secondaire ou zone rurale, on a la nécessité d'inventer des nouveaux modèles, des nouveaux modèles de gestion, peut-être des partenariats plus forts entre les grands opérateurs nationaux, par exemple, qui existent ou locaux, avec peut-être soit des petits opérateurs privés, des entrepreneurs sociaux ou autres qui peuvent développer ces services. Et puis surtout, la participation communautaire, on le sait, est importante. Après, il faut toujours faire attention, c'est-à-dire que tout le monde ne veut pas toujours participer et il peut aussi y avoir un phénomène de fatigue. Donc, comment est-ce que on travaille là-dessus? Sur la question de Placide, écoutez, même chose, envoyez-moi un mail, on s'appelle et puis on voit comment est-ce qu'on peut vous aider sur ces sujets, que ce soit sur l'organisation du secteur ou la gestion des plastiques. On a évidemment des spécialistes au sein de la maison. On a d'ailleurs un Place Lab qui travaille justement spécifiquement sur la valorisation des plastiques, donc avec grand plaisir pour échanger sur ces sujets. Voilà. Joël, je continue sur la gouvernance, parce que je vois qu'il reste un quart d'heure, donc on va aller vite. Donc, ça tombe bien, on parlait de gouvernance tout de suite. Donc, c'est un des objectifs des ODD, d'améliorer la gouvernance, donc c'est assez transversal. Mais pour moi, ça me paraît clé. Alors, pourquoi est-ce que c'est clé? Pour plusieurs raisons. Et donc là, je vous ai pris deux exemples. Nous, quand on regarde, par exemple, les enjeux de gestion des déchets, aujourd'hui, on est clairement dans un passage d'une économie circulaire à une économie circulaire. Alors bon, super, une fois qu'on en a dit ça,
ça demande quand même de mettre en place un certain nombre de changements, à la fois sur les décisions de mise en œuvre d'infrastructures, sur l'organisation, sur les boucles locales et sur les boucles plus larges. Il y a une nécessité d'adapter souvent les réglementations. Quelle est la réglementation déchets? Est-ce que j'ai une possibilité de la valoriser, etc. Et donc, cet enjeu-là, il amène aussi de la complexité. Et puis surtout, on s'aperçoit que il y a de plus en plus, évidemment, de plus en plus d'acteurs qui sont intéressés. Quand les déchets n'étaient pas considérés comme une ressource, il y avait finalement sûrement moins de gens qui s'y intéressaient, alors qu'aujourd'hui, il y en a plus. Donc tout ça, ça amène de la complexité et ça nécessite de participer ou de mettre en œuvre des cadres de gouvernance et puis des cadres de participation et de consultation efficaces à différents niveaux. Et ça, quand on parle de gouvernance, il ne faut jamais oublier que on est toujours dans l'intrication des échelles, c'est-à-dire que la gouvernance et le dialogue, ils sont importants à la fois au niveau local, mais aussi au niveau régional, national, international. Et ça aussi, ça crée de la complexité. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est particulièrement vrai. Et quand on regarde le secteur de l'eau, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enjeux extrêmement importants en termes de disponibilité d'eau. Donc, qui est prioritaire sur la disponibilité de l'eau? Ça, c'est quand même une question importante. Sur la répartition et donc la demande, est-ce que c'est le plus gros consommateur d'eau qui est prioritaire? Est-ce que c'est l'eau domestique? Voilà. Donc, comment est-ce que les autorités publiques arrivent à gérer ces conflits d'usage? Des enjeux de qualité d'eau, hein, donc ça aussi. Des pressions sur le financement de l'infrastructure, sur la résilience. Donc, comment est-ce que je vais m'assurer? Et puis, sur les tarifs, je le disais tout à l'heure, tout ça crée des tensions entre un certain nombre d'acteurs. Et en fait, une meilleure gouvernance et des mécanismes de participation des parties prenantes appuient et aident à améliorer ces questions. Et nous, on est tellement convaincus, notamment sur le secteur de l'eau, que ces enjeux de gouvernance sont clés pour résoudre les problématiques techniques, environnementales, sociales. Eh bien, on soutient par exemple, et on a été à l'initiative de la création de ce projet, une initiative de l'OCDE qui s'appelle la Water Governance Initiative. Donc, c'est une initiative sur la gouvernance de l'eau qui réunit aujourd'hui plus de 200 parties prenantes dans le monde qui réfléchissent justement à l'amélioration de la façon dont on gouverne l'eau et l'assainissement à différents niveaux, que ce soit au niveau du bassin, que ce soit au niveau national, les services, etc. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site, puisque on a produit un certain nombre de documents. Le premier, c'est les 12 principes pour une bonne gouvernance qui justement ont vocation à aider les acteurs du domaine de l'eau à mettre en œuvre ces enjeux de gouvernance. Et puis un autre qui travaille sur justement les enjeux de stakeholder engagement, c'est-à-dire comment j'engage les parties prenantes dans les projets. Donc ça, c'est un peu le contexte. Et puis, troisième élément extrêmement important, c'est que on a aussi une mobilisation croissante et des exigences grandissantes de la part des citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui sont plus éduqués, plus connectés, qui ont un accès à l'information et qui ont une possibilité de s'exprimer beaucoup plus facile grâce à Internet, etc. Ce qu'on fait aujourd'hui comme webinaire, c'est quand même assez génial. Il y a 10 ans, on ne savait pas faire ça. Donc on a on est vraiment dans ce qu'on appelle, le mot est horrible, mais ils disent ce qu'il veut dire, dans le glocal, c'est-à-dire que j'arrive à être à la fois global et local. Et puis, de plus en plus, il y a aussi une volonté d'être plus associé aux décisions publiques. Il y a un processus de demande de ce qu'on dit en anglais accountability, mais de demande de transparence, de rendre compte, notamment auprès des entreprises, et puis une prise en compte de plus en plus importante des questions d'environnement, de santé et donc d'acceptabilité. Donc tous ces éléments, la complexité de la transformation, enfin la complexité qui est amenée par la transformation du secteur des déchets, les enjeux qui sont présents au cœur des enjeux environnementaux, sociaux, etc., comme on l'a vu avec les ODD de la COP, et puis la mobilisation croissante des citoyens aussi soutenue par la révolution digitale, font que ces enjeux de gouvernance de participation, ils sont absolument clés
pour développer des projets qui soient appropriés et qui soient ensuite pérennes. On parlait tout à l'heure de la durabilité des projets, donc ça me paraît important. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait l'expérience de ce sujet. On l'a déjà vécu de manière un peu forte, c'est-à-dire que au milieu des années 2000, on a été pas mal critiqués sur nos activités dans les pays en développement par un certain nombre d'ONG, etc. Et ces critiques et cette et cette contestation, ces controverses qui sont nées, elles ont été reçues par l'entreprise de diverses manières. La première, ça a été déjà les gens qui avaient travaillé sur ces contrats, les salariés, qui se sont dit on comprend pas, nous on a fait un travail technique, etc., mais on a l'impression qu'il y a un écart de compréhension de ce qu'on a fait, et puis peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment soucié justement de l'enjeu de gouvernance, de l'enjeu institutionnel, des enjeux politiques qui sont liés à nos métiers. Donc ça a été une première chose. Et puis de l'autre côté, l'entreprise qui avait plutôt à ce moment-là une une vocation à répondre, je dirais, de manière beaucoup moins proactive qu'elle le fait aujourd'hui, ou parfois très réactive à ces questionnements, a complètement changé sa stratégie en se disant que c'était plus possible et que la première étape, le dialogue, l'écoute, la compréhension de ces parties prenantes était absolument clé pour ces activités. Et donc, on a mis en œuvre des sessions de dialogue avec nos parties prenantes au niveau du siège de Suez Environnement. Donc, il y en a eu un certain nombre, on continue d'ailleurs à en faire. Et puis, on a développé des méthodologies en interne qui permettent justement à nos opérationnels de pouvoir identifier qui sont les acteurs du territoire, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec eux. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on fait à la direction du développement durable. Et donc, sur ces sujets, on a donc un impact qui se définit en trois niveaux. Le premier niveau, ça a été évidemment un niveau plus, je dirais, d'advocacy, et c'est ce que je vous citais avec ce qu'on fait avec l'OCDE, mais on travaille d'ailleurs avec le comité 21, Placide, donc puisqu'on a contribué et signé les principes du comité 21 pour le dialogue. On a lancé aussi en France en 2010 une initiative qui s'appelait les idées neuves pour l'eau et qui avait pour objectif de consulter un certain nombre de parties prenantes. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des processus de consultation élargis et de pouvoir promouvoir justement ces enjeux de gouvernance et de participation. Deuxième niveau, c'est comment je propose dans mes contrats des modes de gouvernance plus partagés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, systématiquement, dans nos activités aux France, on propose que des administrateurs externes siègent au conseil d'administration de l'entreprise. On a aussi mis en œuvre des comités de dialogue et de gouvernance sur plusieurs de nos contrats qui permettent justement d'avoir des comités de parties prenantes qui regardent comment le contrat fonctionne et comment ça se met en œuvre. C'est le cas des plateformes de parties prenantes à Mumbai. Donc ça permet d'ouvrir un peu la gouvernance contractuelle. Et puis enfin, il y a aussi les enjeux d'offrir des services au niveau des clients et des citoyens. Donc, comment mettre à disposition de l'information, comment mettre en disposition des systèmes intranet, par exemple, pour les autorités locales sur des systèmes d'open data qui leur permettent aussi d'avoir un accès direct à nos données. Et tout ce qui est plateforme collaborative sur ces sujets. Donc, je vois le temps, pardon, je vais un peu vite, mais ce sont les trois niveaux sur lesquels on travaille. Et sur ces niveaux, en fait, nous, notre objectif, il est double. Il est à la fois d'améliorer la façon dont l'entreprise s'insère dans les cadres de gouvernance existants dans les projets dans lesquels elle travaille. Ça, c'est une première chose. Les améliore ou propose des améliorations, et c'est ce que je vous ai présenté, soit au niveau de la consultation ou de la gouvernance du cadre contractuel. Et puis, propose maintenant, et ça encore une fois, c'est bien notre objectif, aujourd'hui, on inclut dans nos contrats et on propose à nos clients ces dispositifs pour justement améliorer la gouvernance, améliorer la transparence et la accountability sur nos projets et l'inclusion du plus grand nombre dans la gestion des services. Voilà, rapidement sur la gouvernance. Donc, je voulais juste une slide de conclusion, puis évidemment, après, je suis à votre disposition pour les questions. Ce que je voulais dire, c'est que donc les objectifs de développement durable, tout comme les engagements de la COP 21 ou
les enjeux de respect des droits humains, parce que pour moi c'est un triptyque qui ne peut pas qui n'est pas indépendant, c'est-à-dire que les enjeux de climat, les enjeux de développement, les enjeux de droits humains sont intrinsèquement liés aujourd'hui, et c'est tant mieux, parce que bah, justement si on voit les choses moins en silo, on aura peut-être des impacts plus importants. Donc ces engagements, j'espère qu'ils vont impacter durablement et positivement l'évolution de nos sociétés. Ça, c'est vraiment un engagement, c'est vraiment un souhait aussi qui est personnel, mais quand on parle de ça, je pense qu'on est aussi sur les valeurs et sur l'envie. Et pour pouvoir se faire, je pense que l'ensemble des parties prenantes doit être mobilisé, et c'est aussi le sens aujourd'hui de l'histoire, parce que ces objectifs, ils sont communs, ils sont universels, et chacun peut y contribuer modestement et humblement dans ses activités. Et en tout cas, l'objectif, et en tout cas moi ce que je poursuis au sein de Suez, c'est de pousser justement pour que une entreprise comme la nôtre, les intègre non seulement dans je dirais dans ces actions de mécénat et de partenariat et de mécénat, qui c'est déjà bien et c'est déjà ça, mais aussi et surtout dans son activité de tous les jours, parce que du coup son impact, on peut l'espérer, sera beaucoup plus important. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'étais ravie de pouvoir partager avec vous ces sujets, et je suis évidemment à disposition pour les questions. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation très complète, très ouverte sur ce que fait Suez dans le cadre de ses activités pour les ODD. C'est vrai qu'on a pu voir que il y a un renouveau des pratiques, que là il y a l'importance du local, de la gouvernance avec le local, la gouvernance à différents niveaux, mais en particulier au local, le fait que les activités, qu'on doit aller vers des choses de plus en plus intégrées, les services de plus en plus intégrés, nous aussi on est convaincus de ça, on avait pu voir ça. Alors je vais revenir rapidement sur un point, parce que normalement il nous reste 3 minutes, on a d'ailleurs 2 questions. Alors, on avait une question tout à l'heure qui concerne la France, mais qui est quand même important il faut que je la retrouve, parce que du coup elle est remontée, de Aurore d'Ordi France, qui est, voilà, en France il existe déjà de nombreuses voies de traitement plus respectueuses de l'environnement que les décharges sauvages. Cependant, on trouve aussi donc des récupérateurs, il faut que je redescende, voilà, des réseaux de chiffonniers. Comment pourrait-on les intégrer à un système déjà très structuré comme celui-ci? Je pense qu'elle pense au système français. Voilà. Comment les intégrer au système de gestion de l'environnement français? Donc ça c'est la première question, et je pose donc dans la foulée la question de Jimmy Chang. Quels sont les défis liés à la gouvernance que Suez a rencontrés au cours de ses expériences dans la mise en œuvre de ses projets et programmes? Enfin, vous avez mentionné aussi le fait que vous avez tiré des expériences, des leçons d'expériences passées, mais bon, je vous laisse peut-être aller plus en avant par rapport à cette question. Voilà, je vous redonne la parole, et puis après, nous pouvons peut-être reprendre une autre question, et après on conclura. Je vous remercie. Aurore, bonjour. Donc pour votre question sur des récupérateurs en France, c'est effectivement chose comment dire, c'est une question qu'on se pose. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Future Voice, c'est une question qu'on se pose dans le cadre également de Future Voice, puisque on a, Future Voice a des relations avec Améliore, et notamment l'association qui soutient les bichons de Montreuil. Et donc aujourd'hui, moi, je j'ai pas de réponse toute faite sur ce sujet, mais c'est un sujet qu'on va aborder, et qu'on va justement discuter de manière participative et collective, puisqu'on lance d'ailleurs le 4 avril, et si vous êtes sur Paris, je vous invite à nous rejoindre, une campagne justement sur les enjeux de collecte sur le domaine des déchets, et les enjeux des récupérateurs, aussi bien en pays émergents qu'en France ou en Europe, seront abordés. Donc moi, je serais ravie. Enfin, en tout cas, nous, on y participe évidemment, et on espère que ce dialogue pourra commencer à ébaucher des pistes de solutions. Donc ça, c'est sur la première question. Donc 10 minutes sur les défis liés à la gouvernance. Moi, je pense qu'il y a un premier défi, et qui est pas simple à résoudre. C'est que parfois,
de consulter, ou en tout cas de mettre plusieurs personnes autour de la table, ça peut faire un peu peur. Ça peut faire un peu peur pour plusieurs raisons, parce qu'on a l'impression qu'on va y passer énormément de temps, que ça va pas forcément être productif, et puis qu'en plus, notamment pour le décideur, il va y avoir une perte de contrôle sur la décision, etc. Donc ça, c'est un premier défi qui est pas simple. Je pense qu'il y a, et c'est pour ça que l'un de nos objectifs, c'est de participer justement à pousser ces enjeux de gouvernance au niveau comment dire, global. Moi, je pense que le temps qu'on consacre justement à parler et à gouverner ensemble, c'est le temps ensuite qu'on ne passe pas à gérer les conflits et les crises. Et moi, très sincèrement, je préfère une discussion même animée qu'une crise où chacun finalement y perd. Donc voilà. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a des méthodologies qui amènent de l'efficacité dans ces processus. On en connaît un certain nombre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est bien souvent quand on parle de gouvernance ou de processus de consultation, tout ça se met toujours en œuvre sur des temps de projet. C'est-à-dire que, par exemple, si je parle de la construction d'une infrastructure, avant la construction d'une infrastructure, il y a le temps de la décision, du plan de développement, du diagnostic, etc. Et bien souvent, les consultations, elles sont faites une fois que le plan il a été défini. Donc ça, c'est quand même pas très agréable. De plus en plus, on va vers plus d'amont. Et ça, c'est souhaitable parce que ça amène à l'appropriation. Ça amène aussi à ce que les projets soient beaucoup plus adaptés au contexte local. Parce que bien souvent, parfois, en tout cas, on oublie un peu ces éléments, mais si on parle notamment d'impact environnemental, que ce soit sur les questions de biodiversité, d'impact sur les écosystèmes, etc., et qu'on parle de construction d'infrastructures, il faut le plus en amont possible intégrer ces éléments. Et si le diagnostic, par exemple, n'inclut pas les acteurs du territoire qui travaillent sur ces sujets, on pose problème. Donc ça, c'est un autre défi. Et puis après, comme tout processus de gouvernance, c'est parce qu'on est humain, évidemment, il y a toujours des jeux de pouvoir, il y a les processus de gouvernance formels et les informels, etc. On le vit alors à tout niveau de nos projets, que ce soit au cœur du bidonville ou dans les instances les plus institutionnelles internationales. Et ça, mon Dieu, ça fait partie du fait d'être humain et il faut faire avec. Mais voilà, ce que je voulais dire quand même sur la gouvernance, et ça me paraît important parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment, mais en tout cas, nous, notre expérience fait, c'est que les processus aujourd'hui qu'on a développés de consultation, de mise en œuvre, de travail avec les parties prenantes, etc., ils sont quand même largement inspirés de ce qu'on a pu faire au sein des bidonvilles, dans la mise en œuvre des services, etc., avec des processus d'ingénierie sociale et de participation communautaire. Et donc là, on est quand même assez clairement dans une innovation qui est plutôt sud-nord. Et en tout cas, nous, l'expérience qu'on a pu avoir sur l'accès aux services de base et sur la façon dont on met en œuvre nourrit très largement aujourd'hui la façon dont on gère ces processus de consultation, de concertation, de participation et de gouvernance. Et donc c'est aussi pour ça que je traite ces sujets de manière conjointe aujourd'hui, parce qu'ils sont intrinsèquement liés et l'un, ces sujets s'apportent l'un et l'autre, et on pourrait d'ailleurs tout à fait aussi parler d'accès à l'énergie ou de solutions pour lutter contre le changement climatique. Tout ça est très lié. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos demandes et questions. En tout cas, vous l'avez compris, n'hésitez pas à me contacter, soit via LinkedIn, le mail, le Twitter, etc. Je pense que vous trouverez facilement mes coordonnées. Je suis évidemment ravie de pouvoir continuer la discussion.